Rebonjour à tous, c'est la deuxième session de notre après-midi du 7 janvier 2022 qui commence. Nous accueillons cette fois le professeur Sung-Do Kim, qui est professeur à la Korea University dans le département des sciences du langage. Il a été senior fellow de la fondation Fulbright. Il a été professeur invité aux universités de Harvard, Oxford, Cambridge. Il est le traducteur d'ouvrages de Derrida, Eco, Greimas, Peirce, Saussure, etc. Mais c'est aussi un des vice-présidents de l'Association internationale des études sémiotiques. Ses domaines de recherche embrassent les études saussuriennes, les théories et l'histoire de l'écriture, les théories et l'histoire des médias, l'intermédialité, dont il nous avait d'ailleurs entretenu l'an passé, si j'ai bonne mémoire. Et aujourd'hui, sa conférence s'intitule « Quelques éléments d'épistémologie et d'histoire pour une grammatologie non anthropocentrée vers l'émergence de la post-littératie à l'aide de l'intelligence algorithmique ». Cher professeur Kim, vous avez la parole. Merci de votre belle présentation et également une invitation très chaleureuse. Donc, pour cette conférence, je voudrais juste montrer quelques éléments d'épistémologie d'histoire pour une grammatologie, non anthropocentrée ou non anthropocentrique. Alors, l'interface humaine-machine pourrait être l'une des principales questions auxquelles nous sommes confrontés dans l'émergence des études numériques au XXIe siècle. En fait, cette nouvelle configuration de la lecture, de l'écriture et de la textualité signifierait la nécessité de repenser nos hypothèses humanistes les plus fondamentales sur la question de l'agentivité dans l'écriture en général. À l'ère post-humaine, si l'écrivain humain ou l'auteur s'est transformé en un assemblage cyborg d'hommes et de machines, les questions de la subjectivité, de l'agentivité et de la paternité, c'est-à-dire authorship en anglais, sont cruciales. Cependant, ces questions, c'est-à-dire le rôle agentif des objets non humains, entre autres, ont reçu moins d'attention dans les sciences humaines et sociales. S'appuyant sur la grammatologie non anthropocentrique et la théorie des acteurs réseaux, mon travail se concentrera sur la manière dont le processus de la machine à l'ère numérique pourrait être inscrit dans un ensemble complexe de pratiques linguistiques, sémiotiques, scripturales et narratives, non anthropocentrées et post-humaines. À cet égard, pour construire une grammatologie non anthropocentrique de l'écriture à l'ère numérique, on pourrait s'inspirer de la théorie médiatique française de l'écran comme écriture, mais également de la notion de réalisme, de la virtualité incarnée et du concept de la tour du acteur non humain en tant que médiateur. Nous considérons comme un modèle potentiel de la grammatologie non anthropocentrique de l'écriture, théorie acteur-réseau, de la tour, et de la théorie de l'intermédiation de Cassin-Hayes pour plusieurs raisons. D'une part, cette théorie est symétrique par rapport aux agents humains et non humains, et d'autre part, inspirée de la sémiotique gracienne, elle peut être définie comme une sémiotique de la matérialité. Les implications de ce changement épistémologique radical de la notion d'agentivité humaine singulière et stable de l'écriture et de la paternité subjective seront discutées, concluant qu'une reconceptualisation non anthropocentrique des machines à écrire numériques sert à déconstruire les systèmes de croyances humanistes et anthropocentriques qui ont encadré notre compréhension de l'écriture en général. Donc,
euh, mon choix s'est porté sur la conception grammatologique des machines numériques développées par Cassinez et sur la conception des rapports entre les humains et non humains développés par Bruno Latour. En partie parce que l'approche systémique de ces deux théoriciens lève le voile sur des questions conceptuelles plus vastes. Cette épistémologie combinée et transdisciplinaire m'ouvre une perspective immédiate sur la programmation informatique, tout en me permettant d'aborder les implications métaphysiques même du régime de la computation. En dialoguant avec leurs œuvres respectives, jusque dans ces détails, je vais avoir d'implications aborder les multiples projets connexes inspirés par ces deux théoriciens. Comment l'ubiquité croissante des médias numériques affecte-t-elle nos façons de lire, de connaître, de raconter? En quoi nos anciennes catégories existent-elles d'être amendées si nous voulons faire face à nos nouveaux défis? En quoi mérite-t-elle d'être retenues si nous ne voulons pas sacrifier certains acquis précieux ou de notre passé en digital? Ce sont ces questions essentielles pour notre époque que l'historien des théories du langage va poser. Bien. Donc, cette vision non anthropocentrique de l'écriture numérique étendue conduira également à une rupture paradigmatique des binarités tenues pour acquises à travers les pratiques signifiantes numériques et incarnées dans la production textuelle et la création de sens. Ce nouveau régime d'écriture pourrait être lié à la notion de littératie post-humaine, inspirée toujours des conceptions de Haraway et Hayes, de la virtualité incarnée et de l'intermédiation, car elles pourraient partager une vision commune à réexaminer, pratique de création de sens dans un contexte de la littérature électronique et de matérialité numérique, où les frontières entre numérique, humain, machine sont ambiguës et problématiques. Dans l'écriture et l'écriture computationnelle, le concept d'actentialité ou agentivité décompose la vision anthropocentrique de l'agentivité et donne plus de la valeur à d'autres actions réalisées par des acteurs non humains. Le concept d'agentivité s'est créé par des acteurs symbolisant les humains en tant que ressources plutôt qu'en tant qu'utilisateurs. L'agentivité n'est ni prédéfinie ni prédéterminée, mais est composée de différentes sources de matérialité, d'acteurs humains et d'acteurs non humains. En ce sens, les bénéfices potentiels des réseaux acteurs offrent une nouvelle perspective aux études d'écriture numérique avec les différentes dimensions des acteurs matériels et technologiques. La relation dichotomisante et séparatiste entre l'humain et le technologique a également été remise en question par Hayes. Catherine Hayes propose une compréhension post-humaine de la relation entre l'humain et le technologique, les considérant comme interdépendantes et fusionnées au niveau de la pratique sociale. Voici la citation. Donc, in the post-human, there is no essential difference or absolute demarcation between bodily existence and a computer simulation, cybernetic mechanism, and a biological organism, robot technology and human goals. Dans cette optique, les machines à écrire ressemblent davantage à des individus techniques inscrits dans les réseaux des relations
sociales, économiques et technologiques, dont certains sont humains, d'autres non humains. La grammatologie non anthropocentrique de l'écriture s'intéresse à la notion d'assemblage en constante évolution de l'écriture humaine et machine, en particulier comment elle peut être instanciée dans l'interaction entre les médias imprimés et numériques, dans les pratiques d'alphabétisation des écrivains, dans l'écologie des médias numériques. Comme les écrivains humains, les machines à écrire par des algorithmes ont aussi leur matière, pas moins que pour les humains. Mon travail propose que la grammatologie non anthropocentrique de l'écriture puisse être significativement améliorée par l'imbrication des idées et des constructions théorie des réseaux et acteurs, et de la théorie post-humaine de l'écriture, élaborée par Hayes, en se concentrant dans cet article sur le concept de la nature de l'objet comme médiateur par opposition à l'intermédiaire. Hayes, étude récente concernant la nature et le statut ontologique de la matérialité des objets dans la machine à lire, à écrire. Donc, lorsqu'on considère le code dans le monde des machines, comment la signification se constitue? Une question clé. Un code, c'est-à-dire un code numérique, l'écriture numérique, si vous voulez, une façon de faire fonctionner des ordinateurs qui ne savent distinguer que deux choses, et seulement, même s'ils le font très vite, le courant électrique passe en ou ne passe pas zéro. Et c'est très sensible à cette dimension quasi physique, au plus près de la matière, qui, selon elle, distingue le code des ordinateurs aussi bien de la parole que de l'écriture. Comme elle est dit dans une brillante formule, dans son article In the World of Code, Materiality Matters. Donc, impossible dans la vision du monde, propre au code, d'ignorer la matérialité. La question de savoir si cette proximité du code avec la matière permet l'émergence de la signification. Dans cette perspective, Hayes n'hésite pas à proposer une lecture entièrement électrique, c'est-à-dire matérielle, de la distinction saussurienne du signifiant et du signifié. Elle se demande en effet dans quel contexte du code, qu'est-ce qui ferait office de signifiant et de signifié? Elle répond ainsi, étant donné l'importance de la base binaire, je propose que se hissent au rang des signifiés les tensions électriques. Les interprétations de ces variations de tension par les autres couches de code constituent donc les signifiés. Les tensions électriques au niveau machinique fonctionnent en tant que signifiants pour un niveau supérieur qui les interprète. Et ces interprétations deviennent à leur tour des signifiants à l'intention d'un niveau encore supérieur communiquant avec eux. Dès lors, les différents niveaux de code sont constitués de chaînes imbriquées de signifiants et de signifiés. Les signifiés d'un niveau devenant les signifiants d'un autre niveau, etc. Dans cette optique, les machines à écrire, donc le but de cet article est de discuter la question de l'agentivité dans l'écriture en général, en considérant l'importance des machines à écrire et des robots computationnels, alors que l'écriture numérique industrialisée se diffuse à l'échelle mondiale.
L'écologie de l'écriture à l'ère de l'écriture automatique et algorithmique déclenche des aspects entièrement nouveaux en déconstruisant l'hypothèse courante selon laquelle les humains ont été exclusivement censés être l'écrivain ou l'auteur dans la théorie humaniste conventionnelle de l'écriture. En particulier, comme le démontre la polysémie du mot français écriture, l'extension et l'intention sémantique, anthropologique et technologique évoquées dans le terme d'écriture s'élargiront rapidement avec la révolution numérique. En gardant à l'esprit l'aventure de l'écriture que l'humanité a vécue au courant de 5000 dernières années, il n'est guère exagéré de dire que la technologie de l'écriture numérique a provoqué un changement profond du système d'écriture. Un nouveau régime d'écriture s'est créé. La machine écrit, lit de nos jours. Il peut même créer un poème ou un roman. Donc, selon Clarisse Alain Schmitt, je le cite, l'outil informatique n'est pas pour le calcul à ramener au même procédé d'écriture numérique. Les textes, les arts, pratiques de l'image, les sons, de la musique, de la voix vibrante. Cette extension manifeste une telle ampleur que le trouble nous prend à parler encore d'écriture. Pourtant, oui, la machine écrit et écrit tout. En somme, on pourrait affirmer que la révolution des médias numériques est intimement liée à la révolution de l'écriture. En particulier, les machines à écrire qui ont émergé avec le développement de l'intelligence artificielle posent des problèmes complexes et fondamentaux liés à la nature, aux pratiques culturelles de l'écriture. Certains experts en théorie, en médiologie de la communication affirment qu'il est peut-être temps de repenser le destin de l'écriture humaine et le concept anthropocentrique de l'écriture avec la révolution numérique de théorie de technologie d'information et de communication. En bref, pour comprendre la nature des technologies d'écriture numérique aujourd'hui, il est nécessaire d'explorer les propriétés et les fonctions de l'écriture d'un nouveau point de vue, plus écologique et donc non anthropocentrique. Dans cette perspective, les ordinateurs peuvent être définis comme des machines multidisciplinaires ayant un impact énorme sur l'extension d'un langage écrit. Il y a plusieurs médiologues qui ont exigé de repenser l'avenir de l'écriture comme Kittler et comme Flusser. Comme l'a souligné Bernard Stiegler, inspiré de la paléontologue André Le Breton, l'écriture est fondamentalement une technique. Et la technique est l'un des éléments fondamentaux de la nature humaine. Outre la dimension technique, l'écriture embrasse également une dimension symbolique ou culturelle. Identifier l'écriture comme une technologie de l'intelligence humaine signifie que l'écriture façonne le sens, les interrelations de la communication dans les communautés humaines et un monde commun. Le thème principal de ce travail est de capturer certaines relations complexes et non anthropocentriques des différents acteurs mobilisés par les machines à écrit numérique. Pour cela, nous examinerons quelques traits saillants de l'écriture numérique dans la première partie, étant consciente surtout de la rupture épistémologique et sémiotique qu'elle pourrait provoquer
dans l'histoire des systèmes d'écriture. Donc, deux questions se posent ici, à mon sens. Donc, quelle est la place de la machine dans l'écriture? Y a-t-il lieu de parler d'une individuation machinique hyper-industrielle, constitutive d'une individuation psychique et collective qu'on appellerait hyper-moderne dans cette mesure? Selon Sylvain Roreau, l'alphabet constitue un processus de grammatisation, c'est-à-dire un devenir l'être du son, de la parole, qui précède toute logique et toute grammaire. La condition techno-logique, au sens où elle est toujours déjà à la fois technique et logique de tous les savoirs. Dans l'histoire du processus d'individuation psychique et collective de l'Occident, parce que c'est toujours pas évident pour l'Orient, surtout pour l'Extrême-Orient, la grammatisation comme individuation technique est une arme pour le contrôle des idiomes à travers des esprits, des activités rétentionnelles, etc. Monsieur Oro donne l'exemple de Machuanton, c'est-à-dire la première grammaire chinoise autochtone. Mais pour moi, l'alphabet ne signifie pas, ne produit pas automatiquement la grammaire. À titre d'exemple, je peux évoquer l'invention de l'écriture coréenne au XVe siècle. C'est une écriture purement et simplement alphabétique, n'a pas produit une grammaire ou une grammatisation. Alors, la deuxième révolution étant la révolution de l'imprimerie. La troisième révolution industrielle, en quoi consiste la généralisation des techniques informationnelles. Donc, pour moi, le projet de la grammatisation s'est manifesté très différemment dans l'Occident et dans l'Orient. En tout cas, l'essor du savoir linguistique a l'une de ses sources dans le fait que l'écriture fixant le langage objective, c'est-à-dire altérité. Mais pour Sylvain Roreau, cette scripturisation, c'est-à-dire écriture, il y a trois stades, grammatisation, c'est-à-dire science et technique du langage, et automatisation, c'est-à-dire informatisation, sont les trois stades essentiels de la formalisation et de l'externalisation du langage humain. Pas plus que donc on ne peut séparer le langage de la technique, comme on devra bien préciser, on ne peut séparer la linguistique et de la technologie. Je crois que c'est la thèse principale de M. Sylvain Roreau. Bernard Stiegler donc prolonge ce concept de grammatisation dans ses réflexions. La grammatisation désigne la transformation d'un contenu temporel en un discret spatial de grammaire. Donc, c'est un processus de description, de formalisation et de discrétisation des comportements humains qui permet leur reproductibilité. Donc, je travaille depuis un certain temps sur cette notion, plutôt, comment dirais-je, de pluraliste de la notion d'écriture, inspirée, bien sûr, fondamentalement par la grammatologie de Derrida, parce que j'ai traduit, cette fois en coréen. Mais avant de passer sur les traits saillants de l'écriture numérique, j'aimerais juste évoquer très rapidement quelques éléments d'histoire
j'appellerais l'archéologie des machines littéraires. Au moins depuis l'expérience ou l'expérimentation de la chambre chinoise de Jeune Seul, une idée répandue et donc les ordinateurs ne font que correspondre à des modèles et ne comprennent rien. Cependant, cette idée dépend d'une vision extrêmement anthropocentrique du sens. D'ailleurs, ce n'est pas mon point de vue, mon intérêt de juger voilà, si la machine peut produire une narrativité ou c'est vraiment la machine a une autonomie de cela. Ce n'est pas mon propos. En droit, dans cette histoire de machine littéraire, Turing, il faut l'évoquer, il a déjà écrit des choses prédites, comme même seule une machine peut apprécier un sonnet écrit par une autre machine. Dans ses écrits philosophiques sur le potentiel de l'ordinateur, Turing s'appuie sur le sonnet pour parler de l'intelligence artificielle. Il est convaincu que les machines sont capables de l'intelligence et de décrire même qu'un jour, elles seront capables de produire de la poésie. Mais déjà, les années 1960, Calvino a écrit un essai sur la nature de la créativité de l'écriture. Et puis, ces travaux de Calvino ont été réinterprétés récemment par un médiologue allemand, Julian Schäfer, Passing the Calvino Test, Writing Machine and Literary Ghost, etc., parmi d'autres. En 1967, le romancier de Italo Calvino a prononcé son célèbre discours cybernétique et fantôme. D'une manière inspirante, il a posé la question de savoir si un ordinateur pourrait éventuellement établir le jeu de signes linguistiques, de conventions littéraires, de contraintes anthropologiques, de rôles sociaux, de supports techniques, à partir duquel des textes littéraires ont toujours émergé à travers l'histoire. Évidemment, il faut remonter à la généalogie de la culture automatique ou l'hypo auquel il s'est appartenu, etc. Et d'ailleurs, à cette époque de cybernétique de l'anthropologie structurale, Calvino s'est inspiré définitivement des travaux de Lévi-Strauss, etc. aussi. D'une part, de manière parfaitement matérielle, il soutient qu'un poète a toujours été une machine à écrire, dans la mesure où il combine des lettres selon des règles définies et des conventions historiquement enracinées. Calvino demande les spécificités des textes littéraires qui permettent au lecteur de différencier la littérature des autres formes d'expression linguistique. Donc, finalement, ce que je me posais cette question, c'était on peut considérer le récit ou la narrativité comme algorithme. Mais dans toutes les définitions de la narrativité, il n'y a aucune mention sur, en quelque sorte, une vision, une possibilité de non anthropocentrique. Alors, à ce propos, j'aimerais évoquer un travail récemment publié par, je crois, par un spécialiste de la poésie allemande, The Connected Condition. Et cet ouvrage explore comment les poètes romantiques britanniques ont répondu au début de l'ère de l'information à un monde nouvellement connecté par les technologies de la communication. Des formulaires standardisés à la télégraphie, etc.
inspiré du travail de Walter Hong, érudit de la littérature, en théoricien des médias, qui était également prêtre jésuite, bien sûr. Walter Hong offre un cadre indispensable pour comprendre la relation entre la langue et la technique ou la technologie dans le monde occidental. Nous donnons un moyen de commencer à comprendre l'écriture générée par ordinateur d'aujourd'hui. Walter Hong nous rappelle que nous nous sommes appuyés sur un langage probable ou probabiliste pendant une grande partie de l'histoire de l'humanité. Avant l'émergence de l'écriture, il y a plus de 5000 ans, une caractéristique déterminante de la culture orale était de penser et de parler en termes de langage commun, stéréotype, même cliché. Dans une culture orale, explique Walter Hong, dans son ouvrage Rhetoric, Promesse and Technology, la connaissance, une fois acquise, devait être constamment répétée ou elle serait perdue. Des schémas de pensée fixes et stéréotypes étaient essentiels à la sagesse, à une administration efficace. Sans l'avantage de pouvoir noter les choses, les connaissances étaient stockées et diffusées à travers de telles formules orales. Mais notre dégoût des clichés, les clichés nous orientent cependant dans une direction prometteuse pour donner un sens à la pensée vertigineuse de l'écriture automatique, produisant des phrases uniquement sur la base des probabilités. Nous devons comprendre les modèles de langage tels que GPT-3, par exemple, non seulement comme des avantages dans l'IA et la linguistique informatique, mais du point de vue des histoires entrelacées de l'écriture, de la rhétorique et du style, de la littérature aussi. Donc, en quoi ressemblent les modèles linguistiques probabilistes dans le contexte de l'histoire de langue probable? Voilà, c'est une question. Évidemment, on pourrait évoquer toute l'histoire de combinatoire à partir de Raymond Rousse, et puis on pourrait essayer d'appliquer cette lecture au I Ching, le combinatoire de l'Extrême-Orient. Et voilà, il y a un autre chapitre sur les imaginaires d'automates. Si on prend l'optique non anthropocentrique, il y a tout un chantier à explorer. Mais juste, j'aimerais évoquer pour ma part les anagrammes saussuriens dans ce cadre de l'écriture automatique. Parce que finalement, pour moi, les anagrammes saussuriens hésitent entre deux interprétations sur la nature du langage poétique et même mythologique, entre la créativité et la loi. Jean Stravinsky a bien saisi l'élément essentiel de ce travail. Saussure, je le cite, sans la clarté lui échapper, et pourtant la voix offrait d'assez près, l'évidence ne suffit pas. Il faut donc en formuler adéquatement la loi. Donc la recherche de la loi. Pour moi, c'est une loi morphosyntaxique du discours poétique et du discours narratif. C'est-à-dire cette loi concerne l'emploi de la langue et donc le discours. Donc, deux projets saussuriens, les anagrammes et de la légende germanique, relèvent du discours. Il faut donc découvrir les lois constitutives et de la mise en œuvre discursive. Il faut donc débusquer des lois constitutives de la mise en œuvre. Ce sont les lois sémiologiques. Mais Saussure ne s'intéresse pas à l'origine de ces phénomènes anagramatiques. Il cherche les lois. Par exemple, je le cite, à supposer que l'origine a été religieuse,
la survivance de l'anagramme n'atteste pas une survie secrète de l'idée religieuse, mais la persistance d'une forme hors de son contexte initial, comme le linguiste rencontre à tout moment. De le cite encore, il est pleinement compréhensible que la théorie des anagrammes, avec son insistance sur les rapports de similitude, puisse intéresser aujourd'hui les théoriciens qui récusent la notion de créativité littéraire et lui substituent celle de production. Toute création suppose une coupure radicale entre le créateur et la créature, une différence d'essence. Néanmoins, la notion de production, avec ce qu'elle implique de travail transformateur, n'est imparfaitement conciliable avec l'hypothèse émaniste. Donc, Saussure refuse une interprétation mystique et sacrée. Donc, vous voyez pourquoi j'ai essayé de l'inscrire, ce projet saussurien, dans l'histoire machine littéraire, parce que pour moi, on pourrait interpréter différemment les enjeux majeurs des travaux de Saussure dans cette grammatologie non anthropocentrée, en posant la question, la nature, la créativité littéraire, finalement. Parce que cette notion de créativité a été forgée pendant le romantisme. Et je continue donc la troisième section pour saisir quelques traits saillants de l'écriture numérique. Lorsque le libre arbitre est confié à la conscience et à l'intentionnalité, il y a peu de possibilités d'étendre sa portée au-delà de l'humain. Cette vision centrée sur l'homme des agents, c'est-à-dire qui est un agent exclusif, qui puisse fabriquer les artefacts, détermine toujours les bases épistémologiques des machines à écrire numériques. En raison de cette perspective anthropocentrique de l'agentivité, les conceptions matérielles ou écologiques à l'action humaine de l'écriture ont généralement été négligées dans la grammatologie, les études numériques, faisant valoir que l'agentivité, au sens réel du mot, est une propriété de l'individu humain. Même si, grâce à la théorie de l'acteur nouveau, l'idée d'agentivité décentralisée a pris de l'ampleur dans les sciences humaines et sociales. Nous pouvons trouver très peu de recherches essayant de comprendre l'agentivité matérielle de l'écriture. Dans ce contexte, la sémiotique non anthropocentrique de l'écriture tente de conceptualiser l'agentivité de l'écriture comme distribuée et hybride dans les réseaux relationnels de l'écrivain humain et de la matérialité de l'écriture, y compris les machines à écrire. Depuis l'expérience de pensée Johnson, on vient de voir dans la star chinoise, une perception conventionnelle est que les ordinateurs correspondent simplement à des modèles et ne comprennent rien. Cependant, cette vision dépend d'une vision intensément anthropocentrique de la sémiose, c'est-à-dire de processus de production et de consommation du sens, de la signification, motivée par une perspective non anthropocentrique sur la nature de l'écriture. Mon travail plaidera pour une vision radicalement différente de l'agentivité de l'écriture dans les technologies d'écriture numérique. Certains chercheurs comme Hayes appellera cela la cybersémiose de la matérialité numérique.
L'approche non anthropocentrique de l'écriture algorithmique et numérique fournit un moyen théoriquement robuste de comprendre comment les assemblages homme-machine fonctionnent pour configurer de nouveaux types de signification et comment ceux-ci interagissent avec des formes de vie non humaines pour créer une écologie intermédiaire et hybride de l'écriture. À cet égard, le concept d'assemblage cognitif élaboré par Hayes pourrait être pertinent pour mieux comprendre les interactions entre les cogniteurs, on appelle cognizer, et techniques, y compris les agents de l'écriture, et pour soulever des questions sur la nature distribuée de l'agentivité d'écriture. Selon elle, l'assemblage cognitif met l'accent sur la cognition en tant qu'élément commun entre les pièces et en tant que fonctionnalité par laquelle les pièces se connectent. Voilà, c'est l'original de anglais. Insistant sur le fait que les assemblages opèrent à travers des relations contextuelles à plusieurs niveaux et sites, contiennent des transactions d'informations se produisant à travers les membres, permettant une contiguïté au sens charnel. Elle remarque justement, because humans and technical systems in a cognitive assemblage are interconnected. The cognitive decisions of each affect the others with interaction occurring across the full range of human cognition, including consciousness, the unconscious, the cognitive, non-conscious, and the sensory perceptual systems that send the signals to the cortex. À l'ère numérique, le fait que de disposer de machines à écrire algorithmiques telles que le service d'autocomplétion et les assistants numériques affectera la façon dont les humains écrivent et intègrent cette sphère technologique de l'écriture dans leurs habitudes et modèles d'écriture. La grammatologie humaniste et anthropocentrique peut subir de profondes transformations après une explosion accrue au support d'écriture numérique dans un effet à long terme. Probablement, plus les agents humains utilisent une machine à écrire numérique, plus ils en deviennent dépendants, car les capacités perceptives, motrices et cognitives de l'homme à écrire seraient affaiblies. L'anthropologue français Dan Spelberg prédit déjà 2000 dans un petit essai, mais c'est d'ailleurs controversé, sur l'avenir de l'écriture. Par exemple, en dépendant que the revolution in information communication technology may soon turn writing into a relic of the past. It will be replaced by the automatic transcription of speech, etc. Comment nous humains, donc, écrivons-nous avec des machines à écrire? Quelles activités linguistiques et sémiotiques, scripturales, partagent les écrivains humains et les agents de machines automatiques? Quels sont les points communs entre les deux? À terme, il faut élaborer des concepts de ces points de rencontre qui permettent de cerner le mode d'existence propre à la fois de la subjectivité de l'écriture humaine et de l'agent machine de l'écriture industrielle et computationnelle, sans se réduire l'une à l'autre. Les technologies d'écriture numérique sont des machines qui se comportent à une échelle, un mécanisme différent de l'écriture humaine. Les algorithmes d'écriture computationnelle
ou automatiques sont invisibles, intangibles et extrêmement rapides pour les écrivains humains. Par conséquent, ces algorithmes de calcul doivent être mis dans une contextualité, dans une textualité d'écriture humaine. Par conséquent, les études numériques devraient évaluer le problème de l'interface entre les écrivains humains et les agents de la machine à écrire et la manière dont la relation entre ces deux catégories a été conceptualisée. À cet égard, on pourrait se référer à la philosophie de Simon Bon et sur les modes d'existence, puisque les technologies d'écriture numérique sont des machines avec leur propre mode d'existence, leur propre sémiose. En outre, les algorithmes numériques de ces machines à écrire doivent être transcodés en signes écrits des langues humaines. À cet égard, l'article fondateur de Turing, publié en 1936, On Computable Numbers, a marqué un moment inspirant, car il a remarqué avec une grande perspicacité que les machines informatiques sont au cœur de leur machine à écrire. Cependant, un algorithme d'écriture computationnelle qui est différent de la textualité de l'écriture humaine, il est nécessaire de construire un concept d'écriture étendue, non anthropocentrique, qui pourrait englober l'écriture humaine et machine. Cette question d'intermédiation entre deux catégories d'écriture a été élaborée à la fois par des théoriciens numériques anglophones et des médiologues français spécialisés dans la sémiotique de l'écriture numérique. Cependant, ils n'ont pas fourni une conception non anthropocentrique de l'agentivité des technologies de l'écriture numérique en attribuant un simple rôle auxiliaire aux machines à écrire. Alors, j'aimerais évoquer très sommairement quelques éléments distinctifs de l'écriture numérique. D'abord, l'écriture numérique comme trace ou traçabilité. Comme on le sait, à partir du milieu du XXe siècle, il y a eu une explosion d'intérêt pour les questions d'écriture et de littératie, d'alphabétisation, etc., dans le monde académique occidental des sciences humaines, telles que la linguistique, la littérature, la philosophie, l'anthropologie, l'archéologie, etc. J'appellerai cela le tournant grammatologique, l'émergence de la grammatologie dans les sciences humaines de la fin du XXe siècle. Bien entendu, la contribution paradigmatique de Derrida dans l'établissement de telle dualité de l'écriture est indéniable. En particulier, un concept de trace qui dépasse la dichotomie entre la présence et l'absence donne un aperçu pour fournir la base théorique de l'écriture numérique. En particulier, l'écriture numérique produit non seulement des textes écrits au sens conventionnel, mais aussi diverses traces visibles, invisibles, appelées traces numériques. Ce concept de trace numérique a été exploité dans le domaine des humanités numériques et de l'analyse culturelle. Deux domaines clés des études numériques. Chacun de ces instruments est efficace pour identifier la culture de nouveaux textes numériques, sa trace et sa traçabilité, et de la culture numérique. En particulier, la signification du concept de trace dans la discussion de cet article est efficace pour considérer la signification non anthropocentrique de l'écriture et des acteurs non humains. La trace, en tant qu'indice, n'est pas intentionnelle, mais contrairement à l'index ou l'indice, la trace est volatile et peut être déconnectée et séparée du récepteur et de son média.
Dans la sphère numérique, les traces sont la dérivation, la diffusion et la décontextualisation. La possibilité de trace et de traçabilité sui generis, propre à toute écriture numérique, indique que chaque donnée a une seule métadonnée attachée et que le contexte de chaque action linguistique de signe écrit est associé à des traces décontextuelles. Le concept de trace offre la possibilité de combiner l'écriture avec une machine, ainsi que de séparer le texte de l'écriture de l'auteur. À cet égard, Jacques Derrida fait des prédictions sur la nature originale de l'écriture numérique au XXIe siècle. Il considère la fonction essentielle de l'écriture comme une machine produisant des traces. Il a fourni une vision perspicace de la relation inextricable entre l'écriture et les machines. Une nouvelle discipline académique d'études de traces numériques a vu en France par l'école de Havre. Contrairement à tout malentendu potentiel que tout peut donner le concept virtualité des médias numériques, la chose virtuelle ne signifie pas l'absence de matérialité. Au contraire, le corps et l'âme du sujet qui produit les signes écrits sont affectés par les outils qu'il utilise. Plus quiconque, Nietzsche est un penseur perspicace qui a reconnu ce point le premier. Je le cite, nos outils de l'écriture travaillent également sur nos pensées. Nietzsche, qui rêvait d'une machine pour enregistrer les pensées de l'écrivain, affirmait que le clavier arrondi ne pouvait être utilisé que par le sens du toucher, car à la surface de la sphère, chaque point est désigné avec une certitude absolue par sa position spatiale. Dans la continuité de l'argumentation, Castelnutt, qui a défendu l'idée d'une écriture postmoderne, souligne que la compréhension des machines à écrire est basée sur la compréhension de la matérialité des médias et de l'écriture incarnée. Il est possible de mentionner la littérature numérique comme esthétique de la matérialité, dans la mesure où l'écriture numérique et l'écriture humaine sont évidemment physiques. Cependant, ni traces ni médias ne sont des concepts exclusifs, confinés à l'écriture numérique. Ils sont liés à la naissance du système d'écriture humaine ainsi qu'aux divers changements actuels. Est-ce que j'ai encore quelques minutes? Je vous suis là. Mon micro était coupé. Oui, oui, bien sûr. Oui, merci. Alors, j'aimerais évoquer le concept d'intermédiation. Pour que les écrivains humains et la machine à écrire numérique puissent communiquer en terrain sémiotique commun, doit être construit dans leurs différentes exigences. L'intermédiation ou les textes médiatisés, tels que les codes sources et les textes, pour reprendre un terme inventé par tout en pan de la théorie française de l'écriture numérique, constituent une sorte de pont intersémétique de signes écrits. Cependant, ces notions sont encore susceptibles de négliger la réalité technique des machines d'écriture computationnelle, car elles sont basées sur un modèle d'écriture anthropocentrique. Certaines caractéristiques importantes des médias numériques, telles que l'automatisation, la modularité et la transcodification, permettent une textualité humaine composée de signes qui ont un sens pour les êtres humains. Ce sont des théories élaborées par
Manovitch, le grand médiologue américain d'origine russe. En d'autres termes, il faut distinguer deux niveaux, celui de l'homme et celui de la machine. Par exemple, les codes de source et autres architectes peuvent fonctionner efficacement au niveau de la machine, mais ils devraient être transcodés en signes écrits significatifs pour les humains. À cet égard, une question essentielle est posée dans la perspective non anthropocentrique de l'écriture pour explorer la possibilité de leur interrelation sémiotique, ontologique et épistémologique, à savoir comment conceptualiser en termes d'entente sémiotique entre l'écriture humaine et l'écriture automatique, dans le respect d'une autonomie sémiotique des deux réalités dont les modes d'être sont propres. Comme Turing l'avait anticipé, les machines informatiques sont en fait des machines à écrire. Il y a deux raisons à cette prédiction perspicace. Premièrement, ce sont des instruments qui font que l'être humain produit des signes écrits. Deuxièmement, leur propre fonctionnement repose sur un certain type d'écriture, c'est-à-dire une écriture qui ne respecte pas le même mécanisme sémiotique que l'écriture humaine. L'écriture binaire basée sur les règles des algorithmes numériques ne se confronte pas aux mêmes contraintes que les écritures phonétiques et idéographiques des humains. En d'autres termes, l'écriture computationnelle est de nature fondamentalement différente de l'écriture humaine. Cette différence sémiotique ontologique nécessite une anthropologie, une grammatologie non anthropocentrique de l'écriture en général, dans la perspective de la post-humanité. Donc, si vous voulez, j'aimerais évoquer cette hiérarchie de code. Donc, cette lecture, c'est tout à fait originale, trouve son fondement, n'est-ce pas, dans les notions de hiérarchie du code, ou signifiant intermittent, en anglais, flickering signifier. Par hiérarchie de code, Kessner désigne le fait que les codes dans les ordinateurs sont presque toujours superposés en plusieurs couches, de plus en plus abstraits et proches du langage naturel, avec lequel seuls nous pouvons piloter nos machines. Ainsi, en dessous de l'action d'ouvrir ou de fermer un fichier électronique, action aussi naturelle pour nous d'ouvrir, de former un livre ou une fenêtre, se trouvent plusieurs couches de code. En premier code, au niveau même de la matérialité, c'est-à-dire du passage du courant électrique, puis en second code, en langage alphabétique numérique, et puis au-dessus de encore le système d'exploitation, enfin notre traitement de texte préféré. Tout cela compose ce qu'on appelle en informatique une compilation, c'est-à-dire la transformation d'un programme écrit dans un langage lisible par un humain en un programme exécutable par une machine et réciproquement. Il y a d'autres choses, par exemple, on pourrait évoquer le domaine artistique, mais je crois je dois conclure parce que le temps est limité. Oui, donc j'aimerais conclure. Donc là, j'aimerais essayer de présenter vraiment des éléments de base pour l'anthropologie d'écriture non anthropocentrique. Ce que
j'ai montré dans ce travail, c'est que, voilà, quels sont des éléments de base de l'écriture donc anthropocentrique en adoptant une notion pluraliste de l'écriture. Voilà, c'était mon propos. Merci de votre attention. Merci beaucoup, professeur Kim, pour ce très bel exposé qui nous a emmenés dans des directions parfois totalement inattendues et c'était extrêmement riche. Je pense qu'il y aura beaucoup de questions, de discussions, donc la salle a la parole. Moi, j'avais une question justement sur l'écriture numérique par rapport à sa place par rapport à l'écriture humaine. Est-ce que vous la considérez quand même comme une espèce de sous-ensemble ou pas? Oui, je suis inspiré de la position post-humaine, il faut l'avouer, c'est-à-dire j'adopte un positionnement pas totalement évolutionniste ni déterministe, mais tout de même, je suis en faveur de la thèse de la coévolution entre l'écriture humaine et l'écriture non humaine. Voilà, il y a en quelque sorte un assemblage cognitif. Oui. Mais ça va de soi dans nos habitudes d'écriture maintenant. Oui. Et j'étais très intéressée par la notion que vous avez un peu développée, mais pas trop, le tournant scripturaire. Comment Ouais. vous le situez par rapport à ça? Le tournant scriptural, c'est-à-dire le tournant grammatologique, Mmh. c'est-à-dire la science de l'écriture. Comme vous savez, le mot la grammatologie a été non pas inventé par Jared Derrida, c'est inventé par un autre théoricien de l'histoire. Oui, donnez-moi le nom, c'est de base. Mais par la grammatologie, j'aimerais englober tous les grands courants de la linguistique. La linguistique n'a pas travaillé beaucoup sur l'écriture, mais tout de même, il y a quelques travaux. Et puis l'écriture de la sémiotique. Mais paradoxalement, ce sont les médiologues qui ont travaillé le plus sur l'écriture. Et puis, évidemment, il faut remonter aux traditions de la paléographie, tout cela. Donc, tout en ensemble, la grammatologie, c'est une discipline, non, c'est plutôt un domaine totalement transdisciplinaire. Voilà. Donc, c'est déjà un champ immense. Oui, tout à fait. Donc, cette notion de l'écriture, comme vous avez compris, la conférence s'inscrit en continuité avec les 3 conférences que j'avais données en 2020. Voilà, par exemple, ici, à cause du temps limité, je n'ai pas évoqué le mot one. Vous vous souvenez, par exemple, le morphème one pour le monde chinois, pour les Coréens, les Chinois, les Japonais, ce morphème one, c'est très familier. Vous savez, écriture, muncha, one, pour la grammaire, pour culture, pour les civilisations, on appelle, voilà, on utilise le morphème one. Le champ très sémantique, très similaire à la richesse sémantique de l'écriture en français. Mais ce morphème one ne se confine pas justement aux artefacts humains, aux traces astrologiques. On applique ce mot one. Donc, une particularité sémantique. D'accord, donc c'est cette polysémie
qui permet l'élargissement de… Voilà, voilà. J'ai essayé, on peut évoquer une possibilité de rejoindre la notion d'écriture élaborée, élargie par Jacques Derrida, à la notion de small one. Donc, one, finalement, c'est pas une invention humaine, c'est presque un phénomène naturel même. Voilà. Par exemple, on appelle le chimu, c'est-à-dire l'écriture de la terre. C'est une expression très naturelle dans le monde chinois. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions? J'ai réussi à afficher les vignettes pour voir les mains. J'entends pas de bruit. Je vois Bernard qui a allumé sa caméra. Ton micro est coupé. Oui, je remercie le professeur Kim parce que c'est quand même des choses vraiment nouvelles par rapport à ce dont on a l'habitude, concernant en particulier la machine à écrire. Ça m'a frappé, cette question d'anthropomorphisme à ce sujet. Donc, merci pour ces ouvertures qui sont vraiment nouvelles pour moi. C'est vrai que c'était Merci. Extrêmement riche et je pense que ça ouvre des perspectives, comme le dit très justement Bernard, qui vont nous rester assez longtemps en tête et qui vont sûrement donner lieu à d'autres questionnements. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense que nous pouvons remercier à nouveau très chaleureusement nos deux conférenciers de cet après-midi et vous dire à bientôt donc, pour une prochaine séance scientifique qui sera une séance du séminaire LabEx HTL. Voilà, merci, bonne fin de journée à tous.